Et alors, bonjour à tous. Éric Pelletier à l'appareil. Désolé à l'appareil avec vous. Désolé de partir un petit peu en retard. On a eu quelques petits problèmes techniques. La joie de l'informatique. J'aurais aimé d'ailleurs activer la caméra, mais petit problème étant, c'est pas plus grave que ça. Donc, bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur comment fidéliser et attirer les employés. C'est un privilège, en fait, de vous avoir avec nous ce midi. Merci d'être là aussi en très grand nombre. Mon nom est Éric Pelletier de l'entreprise EPC. Je suis spécialiste des ventes et en amélioration de la productivité au travail. J'aurai le plaisir aujourd'hui de co-animer cette super présentation de 30 à 40 minutes environ en compagnie de Marianne Roberge que je vous présente dans quelques instants. Mais avant de débuter, sachez que cette présentation sera enregistrée et ça sera disponible via notre page YouTube. D'ailleurs, vous recevrez tous un lien d'ici vendredi. Au cours de la présentation aussi, je vous invite à poser vos questions et il y a une période de questions qui va être prévue à cette fin pour y répondre. Pour poser vos questions, c'est aussi simple que d'utiliser la petite boîte de questions qui est prévue à cette fin que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, pourquoi une entreprise comme EPC, qui se spécialise dans l'accroissement des ventes, dans la productivité en entreprise, vous offre-t-elle aujourd'hui un webinaire sur les façons de fidéliser et d'attirer les employés? Bien, parce qu'au cours des dernières années, on s'est rendu compte qu'au-delà des défis que représente l'accroissement des ventes et l'amélioration de la productivité, il y a bien d'autres sujets tout aussi importants qui touchent et préoccupent les dirigeants d'entreprise. Tout dernièrement, je faisais une lecture sur une firme Léger Marketing que vous connaissez probablement, qui a réalisé un sondage intéressant auprès d'entreprises québécoises. Entre autres, ça porterait sur l'importance qu'attribuent les entrepreneurs face à la main-d'œuvre. En fait, 700 entreprises québécoises ont participé à ce sondage. La conclusion est intéressante. On dit que les dirigeants, OK, ils disent que le recrutement à 92 et la rétention à 98 du personnel qualifié sont des enjeux importants pour la croissance de leur entreprise au cours des 3 prochaines années. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on a décidé d'inviter une référence dans ce domaine, Marianne Roberge. En fait, laissez-moi vous présenter Marianne. Marianne est présidente de Coeva, une entreprise qui vient en aide aux PME qui sont aux prises avec des défis de rétention et d'acquisition de personnel, ainsi que tout l'aspect conciliation travail-famille. Elle a reçu dernièrement le lauréat du prix Jeunes en émergence en 2013, je crois, c'est ce qu'elle me disait. Et elle a également coaché, c'est intéressant, une entreprise qui s'est vue dernièrement obtenir le Grand Prix provincial de la conciliation travail-famille. Marianne est également une partenaire importante dans nos stratégies d'affaires pour EPC. C'est un peu sur cette note que j'ai le plaisir et l'honneur de transférer la parole à Marianne et je vais laisser notre gourou qui s'occupe de toute la technique de transférer la présentation à Marianne. Marianne? Oui, bonjour à tous. Bonjour Eric. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce midi. Je veux prendre le temps, Eric, là, de te remercier pour la collaboration qu'on a ensemble là, chez Coeva avec EPC. C'est vraiment plaisant de pouvoir collaborer à des projets là, en commun. Donc, bon midi à tous. Comme Eric l'a mentionné, ce midi, on va parler de comment attirer et fidéliser les employés qualifiés au sein de vos organisations. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, puis je pourrai prendre le temps de répondre là, à la fin du webinaire. Donc, pour faire un petit portrait rapide là, de Coeva, en fait, Coeva, c'est une entreprise qui existe depuis bientôt 5 ans. Ça fera 5 ans là, en décembre que Coeva existe. On est spécialisé en attraction, fidélisation de personnel qualifié dans les milieux de travail, particulièrement par la mise en place de politiques et de mesures de conciliation travail-famille. On offre aussi une vaste gamme de conférences, formations, ateliers qui s'offrent autant pour les gestionnaires que pour les employés. On est également spécialisé pour accompagner les entreprises qui souhaitent se certifier à la norme conciliation travail-famille. Et évidemment, considérant le thème, on fait beaucoup de vulgarisation également dans les médias pour tenter de faire connaître les avantages de mettre en place des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, entre autres par la conciliation travail-famille. Alors, les thématiques que je vous propose d'aborder ce midi, premièrement, des pratiques qui vont favoriser l'attraction, la fidélisation et la mobilisation des employés. On va tenter de décortiquer un petit peu ces 3 thématiques-là pour mieux les comprendre puis voir de votre côté, dans votre milieu de travail, comment vous vous situez par rapport à ça.
Ensuite, on va regarder ensemble les coûts de la non-action. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact finalement de ne pas considérer ces trois thématiques-là en milieu de travail, puis l'absence de pratiques qui peuvent être efficaces finalement. Et les outils et des exemples pour passer à l'action, pour que ce soit plus concret pour vous. Et finalement, en terminant sur une bonne note, les trois conseils que je considère à succès à implanter en milieu de travail pour que votre entreprise puisse se démarquer du point de vue d'attraction ou de fidélisation du personnel. Alors, pour commencer, je vous pose la question, je vous invite à y réfléchir. Est-ce que vous êtes un employeur de choix ou est-ce que votre milieu de travail est un milieu où il fait bon travailler? Donc, sur cette réflexion, 3 points que je vous lance. Le marché de l'emploi, on le sait, évolue beaucoup depuis les dernières années et les candidats qui sont à fort potentiel se font de plus en plus rares. Il y a certains domaines où on va même recruter à l'international. Donc, il faut être capable de se démarquer. Ensuite, l'arrivée des nouvelles générations de candidats sur le marché du travail fait en sorte que, considérant le marché de l'emploi, justement, les gens connaissent les perspectives d'emploi, savent quel est leur potentiel et savent également très bien se positionner. Donc, lors des entrevues, vont également aussi là, avoir des demandes qui vont peut-être varier de ce qu'on voyait dans les par les gens qui font du recrutement en milieu de travail. Ensuite, bien, le bien-être au travail, ça devient vraiment une valeur commune et partagée autant par le milieu du travail que par la société en général. On entend beaucoup parler de l'importance d'être bien au travail. Donc, est-ce qu'on est bien dans votre milieu de travail? C'est une question que vous pouvez vous poser. Alors, sur ce, avez-vous ce qu'il faut présentement, vous croyez, pour attirer, fidéliser et mobiliser les employés qualifiés? Première pratique efficace, l'attraction du personnel. Donc, comme on le voit sur l'image ici, l'attraction, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour répondre à notre mission d'entreprise. Donc, un peu comme la force attractive d'un aimant, on veut pouvoir aller chercher les gens qui vont correspondre davantage à notre profil d'emploi que l'on recherche, qu'on souhaite combler. Donc, qu'est-ce que c'est que l'attraction des candidats à fort potentiel? Bien, premièrement, c'est d'être capable de développer une marque employeur qui va être unique, qui va être distincte. Donc, comment on va avoir notre propre identité d'employeur? Bien, c'est en ciblant particulièrement notre mission. Quelle est la mission de notre entreprise? C'est quoi notre secteur d'activité? Quels sont les métiers qui sont composés dans notre entreprise et les expertises que l'on a présentement, les expertises que l'on souhaite aller chercher à l'externe. Notre culture organisationnelle, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle a évolué dans les dernières années? Est-ce qu'on souhaite la faire évoluer? Nos valeurs organisationnelles également. Tout ça, ça va nous aider à se distinguer, tout comme les avantages en ressources humaines, les avantages des conditions de travail que l'on offre, le cadre de travail que l'on offre. Donc, il faut s'assurer de projeter une image qui va être réelle, mais évidemment qui va être positive également, parce que ça donne absolument rien de bâtir une image qui finalement va être fausse, qu'une fois l'employé rendu en milieu de travail va s'apercevoir que ce qui l'a attiré chez vous ne se réalise pas, bien évidemment, ça va probablement mener à un départ de l'employé. Donc, il faut que ce soit une image qui est positive, mais qui est quand même réelle à ce qui se fait à l'interne. Ensuite, qu'est-ce que c'est toujours l'attraction des candidats fort potentiels? Bien, une fois qu'on a déterminé qui on est, quelle est notre identité d'entreprise, il faut à ce moment-là ensuite établir une stratégie qu'on appelle de marketing RH. Donc, on sait qui on est, on veut donc maintenant promouvoir cette identité-là. Et comment on va faire pour se démarquer à ce point de vue-là? Bien, il faut établir notre réputation. Ça, notre réputation d'employeur, bien, ça va se faire par l'établissement d'une image de marque. C'est un peu comme le concept de publicité et de marketing que l'on trouve habituellement, mais là, on va vraiment cibler au niveau des ressources humaines. Donc, la perception que l'entreprise va avoir par les candidats potentiels, ça se fait aussi par les employés qui sont à l'interne et les anciens qui vous ont quitté, parce qu'eux aussi quittent avec un état d'esprit sur votre façon de faire, qui vous êtes, est-ce qu'ils ont aimé ou non leur expérience employée chez vous. Ensuite, il faut bien cibler, bien déterminer les candidats cibles. Qui est-ce que je veux attirer chez moi? Quel est leur profil?
quels sont leurs intérêts. Donc, quel genre de personne va être intéressée à venir travailler chez nous, qui je veux attirer. Il faut prendre le temps de se poser la question. Ensuite, il faut séduire les talents par des modes de communication qui vont être ciblés en fonction justement des profils et des intérêts des gens qu'on souhaite attirer. Donc, est-ce que ça va être plus par les réseaux sociaux, des campagnes publicitaires, des publicités à la télé, à la radio, des slogans ou des taglines qu'on peut appeler, qu'on va pouvoir élaborer pour être attractif. On voit parfois des concours, on peut voir des programmes de référencement aussi en milieu de travail, ou si un employé réfère un futur employé peut avoir un retour là, financier. Donc, tout ça, c'est des possibilités. Il faut absolument se souvenir qu'après tout ça, vos meilleurs ambassadeurs, finalement, en milieu de travail, c'est vos employés qui sont fidèles. Ce sont eux qui vont parler de manière positive de vous. Donc, c'est eux qui vont pouvoir être les meilleurs porteurs de bonnes nouvelles. J'ai d'ailleurs un exemple pour vous à vous présenter. Ici, vous voyez un exemple de publicité de marketing RH. Donc, on recherche des ingénieurs vivants seulement, comme on dit, alive only. Donc, c'est une façon qui est drôle, qui permet justement d'attirer l'œil de ces gens-là, puis de les amener chez nous. Donc, ça peut être une façon là, de procéder. Au niveau de la fidélisation maintenant, une fois que nos gens sont attirés et travaillent chez nous, il faut les fidéliser. Et la fidélisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un travail qui se fait tous les jours par beaucoup de petits gestes au quotidien. Ce qui me fait vous présenter ce midi cette image-là de barbe à papa que j'aime bien. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'évidemment, on voit que le bâton va ramasser les fils de sucre, plus on va l'enrouler, on va y prendre soin, puis là, on va avoir le beau résultat final à la fin. Donc, d'avoir en tête cette image quand on parle de fidélisation, ça nous aide à concrétiser un petit peu plus là, nos actions en milieu de travail. Alors, qu'est-ce que c'est la fidélisation des employés? Bien, en fait, c'est d'être capable de créer un lien d'attachement envers l'organisation par sa mission, ses valeurs, que les gens se sentent bien et croient aux valeurs et à la mission organisationnelle. Ensuite, c'est d'être capable de favoriser un milieu de travail où il fait bon vivre, où on peut évoluer autant du point de vue personnel que professionnel. Et ça, je dirais que les nouvelles générations le cherchent beaucoup. Il ne faut pas généraliser, mais on le voit beaucoup là, que les nouvelles générations qui sont entrées sur le milieu de travail vont chercher beaucoup ces valeurs-là. Ensuite, on veut pouvoir bénéficier justement des avantages de l'efficacité organisationnelle. Donc, plus l'organisation va être efficace, plus l'employé va pouvoir y avoir un retour sur son implication au travail et ça va lui donner envie de demeurer. C'est aussi par la mise en place d'une rémunération qui va être concurrentielle. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une rémunération concurrentielle? Bien, en fait, c'est d'être dans les prix du marché. Il ne faut pas être sous le marché et on peut être un petit peu au-delà du marché si on souhaite combler des postes qui sont peut-être plus difficiles à combler, mais il faut toujours se souvenir que, selon les statistiques, une augmentation du salaire demeure dans l'esprit d'un employé pendant en moyenne 21 jours. Donc, suite à ça, le salaire de l'employé, souvent, lui, va l'oublier. Donc, ça demeure rarement la première considération pour un choix au travail. Par contre, il faut quand même que ce soit respectable là, en lien avec les échelles présentes dans le milieu. Ensuite, la mise en place d'une politique de conciliation travail-famille qui va être juste, qui va être équitable, va permettre justement d'assurer un meilleur équilibre de vie. Quand on parle de justice et d'équité, en fait, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de favoritisme qui est fait entre les hommes et les femmes, entre une personne ou une autre. Donc, tout le monde peut avoir accès aux mêmes mesures et on doit justement considérer évidemment les types de postes. Donc, à ce moment-là, les mesures peuvent varier selon les types de postes, mais pas en fonction d'une personne plutôt qu'une autre. Ensuite, d'être capable d'avoir des plans d'avantages sociaux qui vont être concurrentiels et qui vont correspondre à la réalité des employés. Donc, ces avantages sociaux-là, que ce soit les plans de REER, les assurances collectives, ce n'est que quelques exemples,
plus ils vont être en lien avec la réalité des employés, plus ça va être des pratiques, évidemment, qui vont être efficaces puis qui vont convenir à leurs besoins. On parle beaucoup aussi d'options de rémunération puis d'avantages sociaux qui sont à la carte, où les gens ont maintenant l'occasion de choisir s'ils préfèrent un plan de rémunération plus élevé et d'avoir accès ou non à des avantages sociaux comme les REER ou autres. Donc, ça peut être une option aussi de prévoir à ce niveau-là là, des avantages sociaux qui sont à la sélection, au choix de l'employé finalement. Ensuite, la valorisation des saines habitudes de vie et de santé au travail, ça devient de plus en plus marqué, comme je le disais en introduction, au niveau du bien-être et de la qualité de vie au travail. On s'aperçoit que les gens qui sont sains d'esprit, qui sont sains physiquement, vont être beaucoup plus efficaces en milieu de travail. Donc, ça va avoir un impact positif autant sur l'entreprise que sur les employés. Et comment on peut valoriser ça? Bien, ça peut être par des ateliers qu'on offre sur l'heure du midi, des kiosques d'entreprises qui peuvent venir en milieu de travail sous des thématiques santé, des capsules qu'on peut diffuser via l'intranet de l'organisation. Donc, il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent être faites et qui sont très simples à organiser. À cet effet-là, je vous laisse un lien justement vers un site web que Coeva a mis en ligne qui s'appelle CoServia, qui est un répertoire de ressources qui facilite la vie des gens, peu importe leur réalité. Donc, que ce soit pour la conciliation travail-famille ou pour les saines habitudes de vie, autant la personne peut aller directement sur le site que l'employeur peut faire affaire avec les ressources qui sont sur le site pour les mettre à la disposition de ses employés. Donc, ça peut être vraiment intéressant à ce point de vue-là aussi. La mobilisation maintenant. En fait, quand on parle de mobilisation, il faut faire bien attention de ne pas mélanger mobilisation et motivation. La motivation, c'est un processus qui est intrinsèque, donc ça se passe à l'intérieur de l'individu. On ne peut pas forcer quelqu'un à être motivé, ça va vraiment en fonction de ses valeurs, sa volonté, ses intérêts. Pour distinguer de la mobilisation, qui va vraiment plus amener les gens à aller vers une direction que l'on souhaite les amener à aller. L'exemple que je peux vous donner, c'est la motivation. Si on souhaite qu'un employé suive, par exemple, un cours d'anglais et que l'employé n'est pas motivé à apprendre cette langue-là, c'est sûr qu'il n'apprendra jamais autant que s'il y a une motivation à apprendre la langue. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas venir jouer sur l'intérêt et la volonté de l'individu. Tandis que la mobilisation, là, nous, on a un impact là, en tant que gestionnaire ou en tant qu'employeur. Donc, comme on le voit bien sur l'image ici, la mobilisation, c'est d'être vraiment capable d'amener chacune des personnes de notre équipe à travailler ensemble pour l'atteinte du succès, l'atteinte des objectifs que l'on va mettre en place, mettre à la disposition de nos employés en milieu de travail. Donc, des pratiques efficaces au niveau de la mobilisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la mobilisation de nos équipes de travail? Bien, premièrement, on a parlé d'attraction, de fidélisation, hein, mais tout ça commence une fois l'embauche par le processus d'accueil et d'intégration. Dès le premier jour, s'assurer d'avoir un beau processus d'accueil qui est structuré, où la personne ne sera pas laissée à elle-même. Ça va inclure une formation dès le départ, un plan de formation structuré. Donc, comment cette personne-là va passer sa première heure, sa première journée, sa première semaine, son premier mois. Donc, tout ça va avoir un impact sur la mobilisation. Et il faut savoir que tout le monde doit être impliqué dans ce processus-là. Autant la direction générale, le département des ressources humaines, s'il y en a un, tous les gestionnaires, surtout le gestionnaire qui est en lien avec la personne qui vient d'être embauchée, et les employés, donc les collègues de travail. Hein. Si on prend l'exemple des employés, c'est important que la personne, par exemple, qui se trouve pour son premier dîner, bien, soit tout de suite bien accueillie, que les gens prennent le temps de discuter avec cette personne-là, qu'elle se sente à son aise. Ça peut faire toute une différence pour pouvoir faire que cette personne-là ait le goût de revenir travailler le lendemain matin. Ensuite, la mission, la vision et les valeurs de l'organisation doivent être connues, partagées et significatives pour tous. Hein, souvent, on voit ces informations-là qui sont sur une belle plaque à l'entrée de l'entreprise. On le voit, mais est-ce que les gens les connaissent? Est-ce que c'est significatif pour eux? Est-ce qu'ils les comprennent bien? Parfois, souvent, c'est vraiment deux réalités complètement distinctes.
Donc, de prendre le temps de les partager, s'assurer que ce soit bien connu. Et même, parfois, on peut faire l'exercice de les travailler avec eux pour que ce soit bien senti dans l'organisation. Ensuite, établir des attentes et des objectifs organisationnels, autant organisationnels d'équipe et individuels, qui vont être connus, compris et atteignables. Donc, évidemment, si l'entreprise décide que ses équipes de travail doivent atteindre des objectifs précis, mais que les équipes ne sont pas au courant ou comprennent mal les objectifs à atteindre, bien évidemment, il se pourrait bien qu'il y ait un décalage entre les attentes de l'entreprise et ce que les employés vont émettre comme effort pour arriver à l'atteinte des objectifs. Donc, de prendre le temps de bien établir ces objectifs-là et de s'assurer de la bonne compréhension, c'est vraiment primordial au niveau de la mobilisation des employés. Autre élément important, toujours considérer chaque employé dans un cadre d'amélioration continue. Trop souvent, on va établir le processus d'embauche et ensuite, le temps passe vite, on est dans notre routine et on s'aperçoit que, oups, on a oublié l'évaluation annuelle, les gens n'ont pas été formés, on n'a pas demandé s'il y avait besoin de formation pour être mis à niveau sur des nouvelles pratiques de gestion, sur des nouveaux outils qui sont utilisés, par exemple, à l'interne. On fait rarement de rétroaction auprès de nos employés pour voir s'ils sont à l'aise dans leurs nouvelles tâches, s'ils maîtrisent bien leurs objectifs à atteindre. Donc, tout ça, c'est très important d'établir, quitte à établir un calendrier au niveau des évaluations, que ce soit une évaluation annuelle qui permet une rétroaction aussi avec le gestionnaire et l'employé. Et la rétroaction, évidemment, ça peut se faire vraiment au quotidien ou assez régulièrement pour ne pas attendre, laisser passer des failles ou des mauvaises compréhensions qui font en sorte qu'à un moment donné, l'employé, il décroche. Puis ça nous est tous arrivé un jour de dire je ne comprends plus le sens de ma présence au travail. Est-ce que je suis vraiment important pour cette entreprise-là? Est-ce que je fais la différence finalement comme employé? Donc, c'est important de donner des rétroactions à nos employés. Et je vous dirais qu'à cet effet-là, encore la nouvelle génération a besoin de beaucoup de rétroactions. Ils sont habitués depuis qu'ils sont jeunes d'avoir l'opportunité de discuter, puis d'avoir des retours sur ce qu'ils font. Ils veulent se sentir importants, d'avoir des défis à la hauteur là, de leurs compétences là, à leurs yeux. Donc, c'est vraiment important pour eux. Ensuite, assurer une cohésion d'équipe en favorisant le tissage de liens et de relations saines et collaboratives. Bien évidemment, si on veut mobiliser nos gens, il faut s'assurer qu'ils soient capables de bien travailler ensemble, qu'il y ait du plaisir à travailler ensemble. Et ça peut se faire par toutes sortes de petites activités qui peuvent se mettre en place, soit dans le milieu de travail ou par des activités justement, que ce soit avec le club social, des activités où on peut prendre le temps le vendredi après-midi, par exemple, de décrocher un peu, allonger la pause. Donc, toutes ces petites activités-là qui vont permettre aux gens de se connaître hors du cadre du travail, puis de tisser des liens et de se respecter, donc, au bout du compte, davantage et avoir un plus grand intérêt à venir travailler ensemble. C'est l'idée de se soutenir aussi. Quand ça va moins bien, quand on se connaît puis on se respecte, mais on a davantage envie de se soutenir plutôt que de travailler en silo. Ensuite, reconnaître et récompenser de manière monétaire ou non. Donc, c'est évident que monétairement, il y a des entreprises qui vont avoir des plans de reconnaissance, là, de partage des profits de l'entreprise en fonction de l'atteinte ou du dépassement des objectifs. Donc, ça peut être très bien là, pour assurer. Il y a des gens qui vont fonctionner beaucoup de cette façon-là, qui vont vouloir atteindre les objectifs justement pour avoir accès à des bonis. Il y en a d'autres pour qui la reconnaissance, ça doit être vraiment juste d'avoir une tape dans le dos, de se faire dire qu'on fait l'affaire, d'être capable d'avoir des petites activités, des ouvertures, plus de flexibilité. Pour eux, c'est une notion de confiance. Donc, ça peut être, je vous dirais, l'idéal, c'est peut-être d'avoir un mélange des deux. Comme ça, on s'assure qu'on rejoint tout le monde par nos bonnes pratiques. Et ensuite, au niveau de nos leaders, nos gestionnaires, leur favoriser justement cette attitude-là de leader parce que c'est eux qui vont être les rassembleurs, qui vont s'assurer que tout le monde a envie de suivre le guide, comme on dit, donc valoriser ces bonnes pratiques-là. Il y a des gestionnaires qui sont leaders nés,
Il y en a d'autres pour qui il faut essayer de faire sortir un petit peu plus là, ces pratiques-là. Donc, ça peut être par de la formation, ça peut être justement en reconnaissant les bonnes pratiques que nos gestionnaires ont. Donc, il faut toujours là, ne jamais sous-estimer ces bonnes pratiques-là, ces bons comportements-là que nos gestionnaires peuvent avoir. Donc, évidemment, on renforce les bonnes pratiques de nos employés, mais on renforce aussi beaucoup les bonnes pratiques de nos gestionnaires qui n'ont pas toujours la tâche facile dans leur rôle. Et comment on va mesurer le succès de la mobilisation? Parce que c'est pas toujours évident, il faut se le dire, de mesurer la mobilisation. C'est quelque chose qui est assez abstrait, mais je vous ai mis ici quelques exemples de points sur lesquels on peut s'attarder pour mesurer la mobilisation. Donc, par le taux de productivité, il y a certains milieux de travail où ça peut être plus facile que d'autres de mesurer la productivité. C'est sûr qu'en milieu manufacturier, ça peut être plus facile là, parce que pour la production d'objets, par exemple, d'une chaîne de montage, où on est capable de mesurer là, la variation. Ensuite, le climat de travail. Le climat de travail, c'est assez sensible, c'est perceptible, il faut avoir une bonne écoute active pour être capable de le sentir, mais on le sait, quand nos gens vont bien, quand on entend rire, quand les gens parlent, quand ils se parlent de ce qu'ils ont fait en fin de semaine, ou plutôt quand c'est d'ambiance plus négative, où on ressort juste des éléments qui ne vont pas bien, où ça accroche dans le travail, qu'on n'est pas en mode solution. C'est des pistes qui nous font dire que le climat de travail n'est pas nécessairement aussi positif qu'on le souhaiterait. Ensuite, le taux d'absentéisme. Donc, si nos gens s'absentent souvent, s'absentent pour des raisons, là, finalement, peut-être d'épuisement, de fatigue, ou on ne sait pas pourquoi les gens ont tendance à s'absenter plus fréquemment. Il y a le présentéisme également, qu'on va regarder un petit peu plus tard. Là, je vous ai prévu là, un peu d'informations à cet effet-là. Donc, c'est trois éléments là, qui peuvent nous aider à mesurer l'effet de la mobilisation sur nos équipes de travail. Ensuite, concernant les coûts de la non-action, en fait, quand on parle du coût d'embauche, le taux de roulement, en fait, combien peut nous coûter un départ? Bien, on dit qu'en moyenne, un départ d'un employé peut vous coûter jusqu'à 1,5 jusqu'à 2 fois le salaire de l'employé en question. Donc, ça peut être très coûteux en milieu de travail. Faites juste penser rapidement là, au nombre d'employés qui ont quitté votre entreprise dans les derniers mois ou dans la dernière année. Donc, ça peut être très, très dispendieux là, de voir nos employés là, quitter le bateau. Ensuite, le départ et le remplacement des employés, ça implique évidemment plusieurs coûts directs et des coûts indirects également. Je vais vous en présenter là, dans quelques minutes. Au niveau des coûts de départ, il y a moyen de faire un certain calcul en regardant les heures qui vont être requises dans votre processus de départ et de recrutement. Donc, tout le temps que vous allez mettre, soit comme personne aux ressources humaines ou comme membre de la direction qui va être tenu responsable du recrutement. Donc, simplement en calculant les heures que vous avez dû investir pour aller recruter une nouvelle personne, ça peut vous donner déjà une idée là, des coûts là, engendrés par les départs. Au niveau des coûts, quand je parlais tantôt d'exemples de coûts directs, parmi les exemples, on parle de la gestion administrative du départ de l'employé. Donc, il y a toujours une certaine gestion à faire quand l'employé quitte, ne serait-ce que d'émettre un relevé d'emploi et toutes ces petites tâches-là qui vont demander un certain temps. Les heures supplémentaires à verser pour compenser. Donc, si un employé est manquant au travail et qu'on doit faire du temps supplémentaire par un autre employé, bien évidemment, ça, c'est un coût pour l'entreprise. La perte de contrat qui peut survenir dû à un manque d'effectifs. Donc, souvent, j'ai entendu dans la dernière année parler d'entreprises du secteur manufacturier qui ont dû refuser des contrats parce qu'ils étaient incapables de livrer la marchandise. Donc, encore là, ça peut avoir d'énormes coûts sur l'entreprise. Tout ce qui est de processus d'affichage, d'entrevue, recours à des firmes externes, dépendamment du type de poste qu'on a à combler, ça peut coûter plus ou moins cher, peut prendre plus ou moins de temps. Donc, on parlait tantôt, là, je vous montrais la publicité au niveau des ingénieurs, c'est des postes qui sont plus difficiles à combler, donc ça peut coûter très cher là, à ce niveau-là, au niveau du recrutement. Ensuite, bien, tout le processus d'accueil, d'intégration, de formation du nouvel employé, tout ça a un coût, demande du temps.
Puis si l'employé ne demeure pas au bout du compte, bien, il faut tout recommencer le processus. Donc, vous savez bien que ça a un impact financier, là, tout ça. Au niveau des coûts indirects, bien, comme on le voit sur l'image, avoir une chaise vide en milieu de travail, ça comporte aussi des coûts indirects, la perte de productivité de l'employé avant son départ. Hein. Si on sait qu'on est sur le point de quitter, souvent, on va être moins efficace que si on est mobilisé au travail. La perte de savoir et de connaissance de la personne qui a peut-être pas laissé autant de traces que l'on voudrait, part avec une expertise. La détérioration du climat de travail, s'il y a une personne, un employé clé qui quitte, un employé qui était aimé de ses pairs, ou une vague de départ, ça va avoir nécessairement un impact là, au sein des autres employés. Peut-être les employés, la clientèle va être insatisfaite d'un service qui va être peut-être coup-ci, coup-ça, le temps de se remettre de ce départ-là. Et peut-être même que d'autres employés vont quitter là, en sachant que certains ont quitté le bateau. Ça va faire un petit flux de départ là, qui ne sera pas attendu là, pour l'entreprise. Au niveau du taux de roulement, vous avez ici, c'est toujours intéressant d'avoir des petites formules de calcul pour pouvoir le calculer plus concrètement. Donc, vous voulez calculer votre taux de roulement, il s'agit de prendre votre nombre de départs et le diviser par le nombre d'employés réguliers que vous avez en milieu de travail et le multiplier par 100 et vous allez avoir votre résultat là, concernant votre taux de roulement. Donc, vous pouvez le faire annuellement ou mensuellement. Au niveau du pourcentage des départs volontaires, à ce moment-là, la formule à utiliser, c'est le nombre total d'employés qui va avoir quitté pour des motifs volontaires. Et en le divisant par le nombre total de départs, on le multiplie par 100 et on obtient notre pourcentage désiré à ce moment-là. Au niveau de l'interprétation des résultats maintenant, on dit qu'un taux de roulement qui est acceptable se situe en moyenne entre 4 et 5 %. Donc, suite à avoir fait votre calcul, ça va vous donner une idée là, si vous êtes dans la moyenne, en haut ou en bas de la moyenne. Et après, ben, peut-être justement passer à l'action si votre taux de roulement est nettement supérieur à la moyenne. C'est important de savoir que le taux varie selon le secteur d'activité. On sait que dans le milieu de la restauration, par exemple, ou du commerce de détail, le taux de roulement est beaucoup plus élevé que dans d'autres domaines. Donc, ça, il faut le tenir en considération aussi là, quand on fait notre calcul. Bon, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous pouvez calculer annuellement ou mensuellement votre taux de roulement, là, puis peut-être d'en garder des statistiques justement, là, puis d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui fait que vous auriez eu plus ou moins de départs là, dans une période donnée. Ensuite, au niveau de l'absentéisme, comment calculer l'absentéisme? Donc, on va faire la somme de tous les coûts divisé par employé pour les absences qui ont été payées. Donc, en utilisant le nombre total de jours d'absence divisé par employé, on multiplie le coût d'un employé absent par jour de travail, c'est-à-dire son taux horaire, que l'on multiplie par les heures travaillées par jour. Et ça va vous donner là, un pourcentage là, au niveau de l'absentéisme. Le présentéisme, maintenant, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, mais je voulais vraiment revenir parce que c'est un mot qu'on entend, c'est pas tout le monde qui sait en quoi on réfère là, quand on parle de présentéisme. En fait, présentéisme, la meilleure façon de le définir, c'est de dire qu'on est au travail de corps, mais qu'on n'est pas là d'esprit. Donc, comme la citation de CSST le dit si bien, présentéisme au travail, corps présent, rendement absent. Donc, ça nous est tous arrivé de rentrer au travail en ayant vécu une situation familiale ou personnelle difficile, en étant malade et en ne se permettant pas de rester se reposer à la maison. Donc, tout ça, c'est du présentéisme. Tout le monde en fait. On veut le réduire au minimum. Et tout ça, ça peut avoir un impact majeur sur la culture organisationnelle. Donc, si la culture organisationnelle ne présente pas ou ne met pas en place des mesures, par exemple, de conciliation travail-famille, ou ne permet pas à l'employé de prendre soin de lui quand il en a besoin, l'employé va se présenter au travail, mais il ne sera pas efficace. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Une perte ou une absence de productivité. Donc, autant l'employé que l'entreprise va avoir des impacts négatifs à cet effet-là et il va avoir un risque modéré jusqu'à élevé de blessures. C'est certain qu'un employé de bureau qui travaille à l'ordinateur a évidemment moins de risque de blessure, mais si on pense à un employé qui est sur une chaîne de montage en usine,
à ce moment-là, les risques sont beaucoup plus élevés. Donc, ça peut être à considérer. Ensuite, détérioration du climat de travail. Évidemment, la personne qui n'est pas à son meilleur pour venir travailler va avoir une attitude plus négative. Peut-être les collègues vont se soucier de son état. Donc, à ce moment-là, ça va créer un stress. Que ça arrive une journée, ça arrive à tout le monde. On s'entend d'avoir un petit rhume, là, mais quand c'est des choses qui sont plus graves, à ce moment-là, ça va avoir un impact sur toute l'équipe de travail. Donc, jusqu'à un point tel de risquer là, une augmentation des départs en maladie, en épuisement. Donc, le présentéisme, c'est très, très sournois, mais il faut prendre le temps de le considérer. Donc, si on y va un peu plus vers le positif, aller vers une gestion plus humaine des humains, former les gestionnaires quant à l'importance de considérer l'humain, très important, implication, sensibilisation à tous les niveaux de l'entreprise, aux directions, gestionnaires, les employés, favoriser l'écoute, le respect et l'amélioration continue, valoriser les bonnes pratiques et les efforts de chacun. Donc, tous les petits pas qu'on fait qui nous amènent vers les meilleures pratiques sont à considérer et à valoriser. Maintenant, au niveau des 3 conseils à succès pour terminer, premier point que je vous propose, optez pour une conciliation travail-famille qui va être gagnant-gagnant. Donc, des simples mesures vont faire la différence. Il y a des mesures qu'on peut mettre en place qui sont très, très simples à mettre en place, qui vont être peu coûteuses, pratiquement gratuites même parfois. Donc, là, on n'a pas eu le temps d'en discuter beaucoup aujourd'hui, mais ça devient vraiment des avantages concurrentiels aussi au niveau du marketing RH. Deuxième, effectuer régulièrement des sondages, donc autant au niveau de la satisfaction des employés, puis au niveau des entrevues de départ. Pourquoi les gens vous ont quitté? Donc, il faut être prêt à avoir les réponses, soit de l'un ou de l'autre, mais faire action aussi, intervenir avec les résultats que ces sondages-là vont nous donner. Et ça va nous permettre, entre autres, de mesurer la mobilisation en milieu de travail. Et le troisième conseil à succès, être un modèle, être un leader. Donc, je crois qu'il n'y a rien de mieux pour que nos employés se sentent bien et aient une bonne attitude en milieu de travail que de soi-même prôner les bonnes pratiques. Donc, autant vous que vos gestionnaires, de les amener à être des leaders en milieu de travail quant aux saines pratiques de gestion. C'est ce qui va vous amener à être proactif puis à amener les autres à vous suivre finalement dans vos bonnes habitudes. Donc, en conclusion, je vous invite à y réfléchir, vous, avec tout ce que je viens de vous dire ce midi. Quel bilan vous dressez de votre milieu de travail? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y aurait peut-être des améliorations à faire? Est-ce qu'il y a des actions que vous pensez qui devraient être posées prioritairement? Donc, vous amenez une réflexion là-dessus pour que, justement, ce petit webinaire ce midi vous amène à poser des actions concrètes. Pas seulement demeurer en mode réflexion, mais amener les choses à changer dans votre milieu de travail si besoin est. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon succès et toujours vous rappeler que d'avoir du plaisir au travail, au nombre d'heures par semaine que l'on passe au travail, c'est important d'avoir du plaisir. Donc, parlant de plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous ce midi. Donc, je demeure disponible pour répondre à vos questions. Puis, sinon, ben, au plaisir de vous parler dans un autre contexte. Merci, Marianne. Merci beaucoup pour la belle présentation. À ce stade-ci, je demanderai à chacun de poser vos questions si vous en avez. Et je vais me tourner vers le biais de Jonathan qui va nous peut-être dresser les questions de l'auditoire. Moi, j'en ai une, Marianne, en fait. Tu parlais de sondage au niveau des employés. En fait, pour la satisfaction globale, as-tu une fréquence que tu recommandes au niveau du sondage? Fais-tu ça une fois par 3 mois, par année, par 6 mois? Qu'est-ce que tu recommandes? Bien, en fait, il y a des entreprises qui vont faire un sondage annuel, puis même ils vont le nommer le sondage mobilisation des employés. Ça va leur permettre justement d'établir les objectifs organisationnels pour l'année qui vient. Il y en a d'autres qui vont le faire 2 fois par année. Je vous dirais que si vous n'en avez jamais fait, vous ne voulez pas alourdir votre processus, un sondage annuel, c'est déjà un très bon pas. Parce qu'il faut ensuite, c'est pas tout de faire le sondage, il faut agir avec les résultats par la suite. Si la route tourne bien, puis vous souhaitez continuer puis persévérer dans ce sens-là, bien, peut-être un deuxième sondage dans l'année, mais il ne faut pas alourdir non plus, puis trop sonder trop souvent, là, parce que
Sinon, à un moment donné, on vient qu'on a une perte au niveau de l'efficacité de nos résultats, là. OK. J'avais une autre question, si je peux me permettre. Jonathan, est-ce qu'on a des questions qui sont rentrées? Pour l'instant, non. J'ai pas rien en tête. Ben, en fait, j'en ai une que je pourrais peut-être diriger vers Marianne, dans le fond, là. On demandait quels sont les impacts que vous avez observés en lien avec une faible mobilisation des employés. Bien, en fait, j'en ai parlé un peu tout à l'heure au niveau de la faible mobilisation. C'est certain que les gens à ce moment-là vont être moins ciblés vers leurs objectifs. Le climat de travail va être touché. Souvent, c'est là où on va voir, quand on parle plus concrètement, là, les discussions de corridor, les brassages d'idées plus négatives. Les gens ne sont pas concentrés au travail. Certains, à un moment donné, vont complètement décrocher puis vont quitter l'entreprise. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux, là, si on peut dire, par rapport aux gens qui vont être moins mobilisés. OK. Moi, j'avais une autre question, Marianne, si tu me permets. Tu Oui. as parlé tantôt du système de rémunération. Tu as parlé je voulais savoir un peu ton point de vue sur les bonus. Exemple, qu'est-ce que tu penses des bonus qui sont donnés aux employés, soit sous forme individuelle ou d'équipe, en termes de bonus ou ristourne sur le rendement de l'entreprise? Je veux avoir ton opinion là-dessus. Oui, bien en fait, il y a des entreprises qui vont faire un partage des profits qui ne sera pas en lien avec les performances. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des bonus qui vont être établis en fonction des performances. Puis, comme je disais tantôt, il y a des gens qui fonctionnent très bien avec ce type de bonus-là, qui vont vouloir se surpasser pour avoir les bonus, puis ils vont s'en servir pour des dépenses personnelles. Mais ça peut être aussi fait à la carte, comme je parlais un peu d'options à la carte tout à l'heure, ça peut être d'avoir une banque de journées de congés supplémentaires. Donc, on peut vraiment y aller de différentes façons, pas seulement de manière financière, mais on peut le rendre de manière monétaire, mais avec d'autres cadeaux aussi, d'autres éléments là, qui peuvent être, parce qu'on ne se le cachera pas, hein. On veut que nos employés soient mobilisés puis qu'il y ait du plaisir à venir travailler, mais on se rend au travail pour le plaisir puis pour être bien dans ce qu'on fait. Mais c'est évident qu'on a toujours un salaire qui est lié à ça, puis il n'empêche qu'on veut avoir un retour sur l'investissement en temps puis en effort qu'on met pour notre employeur. Donc, il y a des employés qui sont très sensibles à ça au niveau des bonus. Donc, on peut le mettre en place pour tout le monde ou le faire à la carte puis aller voir justement chez qui ça va attirer davantage d'intérêt que par rapport à d'autres. Super. OK. Super. Bon, Marianne, Oui. j'aurais peut-être une petite dernière question là, avec l'expérience que tu as et les différentes interventions que tu as faites. Selon toi, quels sont les éléments qui déclenchent en fait ou qui font bouger les propriétaires d'entreprise vers une meilleure pratique de mobilisation? Bien, en fait, moi, je le vois de deux façons depuis les dernières années. On voit les dirigeants d'entreprise qui ont envie d'être proactifs, qui ont envie d'être novateurs, qui se disent, moi, j'ai envie de faire changer les choses, puis qu'on se souvienne de moi comme étant un employeur qui a été à l'avant-garde. Et on voit de l'autre côté, les employeurs qui voient ça va moins bien dans le bateau, comme on dit, on veut sauver les meubles, ils se disent, il faut que ça bouge, on est plus en réaction, d'avoir peut-être des gens qui quittent en trop grand nombre, un climat de travail qui est vraiment détérioré. Donc là, on réagit ou on est proactif. C'est deux façons complètement différentes d'agir. Je vous dirais que, honnêtement, moi, personnellement, je considère que c'est beaucoup plus facilitant d'être proactif que d'être réactif, mais en même temps, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des bonnes pratiques. Puis, comme je dis toujours, les bonnes pratiques de ressources humaines, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas penser changer le monde du jour au lendemain. On est toujours mieux d'y aller tranquillement avec nos valeurs, puis notre ouverture, puis nos possibilités à l'interne, que de vouloir tout changer, puis finalement de regretter. Parce que les gens sont très, très sensibles au niveau des pratiques de RH qu'on va mettre en place. Parfait. Ben, Il y merci a, beaucoup, Marianne. il y a une autre question qui vient d'arriver de Julie, Marianne. J'en profite parce que je la trouve hyper intéressante. Elle dit, parmi les éléments présentés, certaines ou certains seraient-ils plus ou moins applicables pour les emplois étudiants?
Ben, en fait, au niveau des emplois étudiants, moi, de la manière que je le vois, c'est que ce soit des emplois étudiants ou des emplois saisonniers ou des emplois où il y a plus de mouvance, comme par exemple dans le secteur commerce de détail ou restauration, il faut connaître son secteur d'activité et il faut bien le comprendre, autant au niveau de la fidélisation, de l'attraction, de la mobilisation. Quand je parlais de bien connaître son secteur puis des types de postes que l'on cherche à combler, peu importe le type de secteur qu'on a, il faut le connaître. Il faut être capable de s'adapter à la clientèle de candidats que l'on cherche. Donc, les étudiants, on n'ira pas les attirer et les mobiliser de la même façon. Peut-être que des employés dans le manufacturier ou des employés de bureau dans le secteur des finances. C'est sûr que c'est différent, mais c'est à nous de voir qu'est-ce qui va attirer nos employés, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher chez nous. Et évidemment, ça m'ouvre la porte en parlant d'étudiants de conciliation travail-études. Donc, d'être capable de considérer aussi le volet études, parce que si on veut fidéliser nos employés étudiants, bien, il faut ne pas oublier que leur priorité doit demeurer les études. Les étudiants, c'est nos candidats employés de demain. Hein. Donc, on tient à ce qu'ils terminent leurs études et qu'ils aient cherché des diplômes qui vont nous servir aussi en milieu de travail. C'est très bonne question. Très bonne réponse, plutôt très bonne question. All right. Ben, pour respecter le temps, Marianne, merci beaucoup. Merci à tous. On a déjà dépassé de quelques minutes le temps qui était alloué pour le webinaire. Donc, merci encore une fois. Je profite de l'occasion pour vous inviter à un prochain webinaire, à vous rendre sur notre page EP Consultant et puis aller voir un prochain webinaire qui va porter sur quels réseaux sociaux utiliser pour promouvoir son entreprise. Un autre sujet très actuel et très en demande. Et sur ce, je vous souhaite un agréable après-midi, bon mercredi à tous et au plaisir de se retrouver. Bye!